il n'y a pas d'objectif trop ambitieux, il y a toujours des deadlines trop ambitieuses. Et en fait, quand tu réfléchis à 25 ans, tu as le temps de faire les choses. Si on n'avait pas fait ce travail de culture d'entreprise, c'est comme si on avait battu une maison sur des sables mouvants. Salut, bienvenue sur Harmony Inside, le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste et j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes ce podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire si tu es sur Apple Podcast. C'est vraiment d'une aide énorme. Bonne écoute. Salut Romain. Salut Vincent. Écoute, je suis vraiment très content qu'on se retrouve cet après-midi pour faire cet épisode ensemble. On va faire un petit coucou à une entreprise qui t'accueille, parce qu'on est dans les bureaux de Bonne Gueule. Donc merci Benoît, merci Bonne Gueule pour l'accueil au milieu de magnifiques fringues. Ça va bien nous inspirer. Et aujourd'hui, on va parler de toi et on va parler de Squared et on va parler de culture d'entreprise. Première question pour entrer directement dans le vif du sujet et après on fera le traditionnel. Présente-toi s'il te plaît Romain. Ok. T'as créé Squared et ça se présente comme un accélérateur d'entrepreneurs. Est-ce que pour toi, la culture d'entreprise, parce que c'est le sujet de notre podcast, est un des vecteurs de cette accélération et pourquoi ? Alors la réponse, elle est oui. Et après, je serais curieux de savoir qu'est-ce que tu mets derrière culture d'entreprise. Moi, je vois des choses comme mission, vision, valeur. Carrément. Et ce qui est sûr, c'est que la culture d'entreprise de Squared, notamment, si j'articule sur la vision, pour moi, la vision, c'est essentiel, notamment pour accélérer, parce que ça te donne ta destination. Où est-ce que tu vas aller ? C'est mieux, hein ? Donc, parce que tu peux aller très vite nulle part. Ça... Ouais, où tu tournes en rond. Donc de base, si tu veux accélérer, c'est bien de savoir où est-ce que tu vas accélérer. Ensuite, c'est aussi pour moi vraiment du fuel. Si t'as pas ta culture, si t'as pas ta vision, en gros, c'est comme si t'avais une superbe Ferrari, mais t'as pas d'essence dedans. T'avances pas. Donc toi, ça c'est le deuxième point. Et puis je pense aussi, quand t'as la culture d'entreprise qui est là, c'est beaucoup de clarté sur là où tu souhaites aller, là où tu souhaites emmener les équipes. C'est ce qui va attirer aussi les bonnes personnes dans l'équipe pour que ta vision elle se réalise. Donc, tu vois, pour répondre à ta question oui, Squared, on a un accélérateur d'entrepreneurs et j'espère qu'on aura l'occasion de discuter de cet aspect-là en particulier. C'est un des piliers fondamentaux, c'est la culture d'entreprise pour accélérer. Extraordinaire. Et bah, du coup, oui, pour qu'on te connaisse mieux maintenant que tu nous as dit ça, c'est bon, tu peux rester. Tu as donné une très excellente réponse, donc on peut continuer le podcast. Ouais, c'était chaud. Bah, du coup, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas forcément encore ? Oui, on va faire ça. Donc, je suis Romain Collignon. Je suis le fondateur de Squared. Squared, c'est un accélérateur d'entrepreneurs, on l'a déjà dit, mais c'est important de le mentionner, on n'est pas un accélérateur d'entreprise. Et si le mot entrepreneur il est au centre de ce que l'on fait, c'est que tout simplement on est persuadé que c'est la croissance de l'entrepreneur, de l'homme, de la femme, qui est au centre de l'entreprise et qui emporte toutes les responsabilités, qui est d'abord le premier axe, le premier levier pour la croissance de l'entreprise derrière. Et donc nous on le fait de deux façons. On le fait à la fois à travers une agence de directeurs opérationnels à temps partagé, dans laquelle on accompagne des entrepreneurs qui sont visionnaires, qui portent la culture de l'entreprise dans toutes les opérations de leur entreprise. Et donc, on les libère, l'entrepreneur, pour libérer le potentiel de croissance de la boîte. Et après, on a un deuxième métier qui est le métier mastermind, où tu as eu l'occasion d'y goûter en venant à un de nos dîners. C'est très cool. Où on a la chance de pouvoir réunir des entrepreneurs qui sont déterminés, qui sont ambitieux, qui sont engagés, et les faire travailler ensemble tout au long de l'année à travers des processus d'intelligence collective, que ce soit en présentiel ou en ligne. Et justement, rapidement, qu'est-ce que c'est un mastermind ? Parce que on a parlé de dîner, mais est-ce que c'est juste des dîners avec des gens cool ? Ou est-ce qu'il y a un peu plus que ça derrière ? Nous, mastermind, ou le concept de mastermind, c'est d'abord une solution à un problème. C'est bien. C'est mieux. C'est mieux. Ouais. Mais le problème, il est assez prégnant et on n'en parle pas beaucoup, c'est la solitude et l'isolement de l'entrepreneur. T'as des entreprises qui, de base, parce qu'elles ont des investisseurs, parce qu'elles ont déjà des équipes, où tu vois, c'est moins prégnant. Puis t'en as un paquet d'autres, dont je fais partie et dont nos membres font partie, qui sont seuls, qui travaillent avec des petites équipes en remote, sans financement, et qui finalement se retrouvent tous les jours, nez à nez, face à leurs décisions, face à des challenges, etc. Et ils ont personne avec qui échanger. Donc le mastermind, c'est vraiment la solution un peu ultime pour parer à la solitude de l'entrepreneur, dans laquelle on se retrouve dans un groupe de pairs, d'autres entrepreneurs, avec qui on va partager la même ambition,
les mêmes valeurs aussi, ça c'est hyper important. Je pense qu'un mastermind, il faut une culture de mastermind aussi. Il faut avoir des gens qui partagent les choses, effectivement, parce que si tu mets des gens qui ont des valeurs antinomiques dans la même pièce, ça marche pas. Ça se passe souvent pas très très bien. Ça se passe jamais très très bien. Et c'est de pouvoir justement avoir ces moments privilégiés avec d'autres entrepreneurs pour pouvoir échanger sur ces problématiques, pouvoir aussi échanger sur les best practices de chacun. Nous, on est dans une industrie, si tu prends le développement de tout ce qui se passe en ligne, ça change toutes les semaines. Donc, tu es obligé de te tenir à jour si tu veux toujours être à la pointe. Et tu peux vite te retrouver à faire que ça, d'ailleurs. Oui. Et puis être dans l'exécution, mais bon. Exactement. Il faut un juste milieu des deux. Absolu, tu sais. Ouais, exactement. Et c'est aussi une super façon pour changer de posture en tant que CEO. On ne naît pas entrepreneur, on ne naît pas chef d'entreprise. Et le fait d'être comme ça au contact régulier d'un groupe de pairs, on a tendance à adopter la bonne posture, les bons comportements qui vont nous aider à faire grandir la boîte. Et c'est intéressant parce que tu parles de ce côté créer une culture, de la solitude de l'entrepreneur, de se retrouver entre pairs, pouvoir échanger avec des gens, etc., avec qui on a les mêmes problématiques. Et toi, tu as fait une transition qui est un peu similaire, toi individuellement, puisque tu es passé du statut de solopreneur, infopreneur, je sais pas quel est ton mot favori, mais tu entreprenais seul. Donc c'était Romain Collignon, et d'un seul coup, Romain Collignon est devenu Squared. Donc tu as créé une entreprise, tu as fait rentrer des associés, pour te développer, tu t'es mis derrière une marque aussi. Qu'est-ce qui t'a, toi, individuellement, donné envie de faire ce move-là ? Parce que j'imagine que ça marchait bien et que tu aurais pu rester à faire ça pendant les 30 prochaines années si t'en avais envie, quoi. Ouais, c'est vrai que on est issu d'une industrie qui s'appelle l'infopreneuriat, qui, dans sa forme, on va dire, la plus pure, est la vente de produits d'information en ligne, des formations, du coaching, etc. Et c'est vrai que cette industrie, elle est juste magique. Elle est juste magique et elle porte beaucoup de sens, vu l'impact qu'on peut avoir auprès des clients. Ceci étant dit, par rapport à l'ambition que j'avais pour la boîte, et du coup pour Squared, parce qu'avant c'était effectivement Romain Collignon qui est devenu Squared il y a pas si longtemps que ça, j'étais obligé en fait de changer les codes. Alors pas forcément changer la culture, c'est plus on va dire l'emballage autour de la culture. Et tu vois, s'il y avait quelques éléments que je voudrais te partager, d'une part c'est se détacher des codes infopreneuriaux, parce que on pourra demander à chacun et chacune de nous donner un avis sur ces publicités qu'on peut voir sur Facebook, sur YouTube, d'infopreneurs. C'est un très très beau métier, mais aussi, du coup, il y a une espèce de connotation qui n'est pas forcément professionnelle. Donc, le fait d'adopter des codes, on va dire, plus start-up, plus scale-up avec Squared, il y a une espèce de tampon aussi d'affichage qui est beaucoup plus professionnel. Après, très clairement, quand tu as une boîte qui porte sur son fondateur, mis à part si t'es Alain Flelou, la valo de la boîte, ça joue énormément. Donc, c'est aussi un move qu'on a fait pour le futur. Et puis, c'était aussi une opportunité pour nous de nous ouvrir à de nouveaux marchés et à de nouvelles offres. Parce que quand tu as une connotation infopreneuriale et que tu es juste, on va dire, attaché à la formation en ligne, et encore, nous, on est un peu des ovnis là-dedans parce qu'à la base, on faisait du mastermind. C'était aussi une façon d'afficher en fait notre expertise et pouvoir toucher d'autres marchés. Donc, toi, là, je te cite 3 raisons. Il y en a d'autres peut-être moins importantes, mais c'était un bon move à faire, surtout pour le futur. Et ça se comprend quand tu le dis, mais c'est un move que très peu de gens font. T'as presque, dans le petit débat public autour de ça, t'as un schisme qui est presque revendiqué entre d'un côté les infopreneurs qui revendiquent le fait que c'est tellement plus facile, qu'ils gagnent tellement plus, qu'ils ont tellement plus de temps et qu'ils n'ont pas de problème de CEO entre guillemets. Et de côté les entrepreneurs ou les CEO qui se posent comme des gens, nous on est sérieux, on fait du vrai business, c'est bien de vendre des formations mais c'est gentil quoi. Comment t'as fait ce move-là? Et tu l'as fait en 9 mois, ça paraît quand même très rapide pour onboarder des gens, créer une nouvelle marque, trouver des nouveaux clients, etc. etc. Donc, comment s'est passé cette transition? Ouais, 9 mois. Alors, les 9 mois, c'est comme une naissance, tu vois. C'est une période de gestation. Je me suis dit qu'on allait venir à ça. Même si le move était déjà dans ma tête depuis vraiment pas mal de temps. Mais à partir du moment où tu te dis, OK, on a cette marque-là, elle nous contraint un certain plafond de verre. Voilà. On a besoin de se libérer, d'avoir une marque qui puisse porter l'ambition. La première chose que je me suis posée comme question, c'est plutôt de se dire comment on fait, c'est qui peut le faire pour nous. Il y a un concept que j'adore qui est le who, not how. C'est dès que je me dis comment on fait, je trouve toujours qui peut le faire. Et donc, sur ces 9 mois-là, déjà, il y a eu le fait de pouvoir s'entourer d'une super agence pour nous aider à créer tout cet écosystème. Agence qui a été fondamentale dans la réussite de ce projet, dans le sens où c'est parti de questionnement. Questionnement
pour moi, questionnement pour l'équipe, etc., questionnement de clients, pour faire ressortir finalement tout ce qui était nécessaire pour pouvoir créer ce qu'on appelle un brand book. Et pour moi, c'était complètement nouveau, ce genre de choses, mais c'était de pouvoir avoir tous les éléments pour pouvoir communiquer sur une nouvelle marque. Et puis après est venu le design, puis après est venue la soirée de lancement, etc. Et tout ça, ça a mis 9 mois en fait. Il y a vraiment un processus un peu, j'ai vu ça un peu comme la thérapie du business. Tu vois, on peut avoir des thérapeutes à titre personnel. Quand tu as quelqu'un qui se penche justement sur un changement de marque, c'est de la thérapie. Je vois ce que tu veux dire. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui est différent par rapport à il y a 9 mois, au-delà du nom, du style et de la marque dans toi, ton quotidien d'entrepreneur, qu'est-ce qui a changé? Dans mon quotidien, pas grand-chose. Okay. Même si il y a eu un gros travail du management du changement. C'est-à-dire que quand tu changes de marque, tu dois embarquer les équipes. Donc on a d'abord commencé par embarquer les équipes. Faut rassurer, il faut changer, montrer la perspective, pourquoi ce choix il est judicieux pour la boîte. Après, il a fallu embarquer les clients aussi. Donc, tu avais déjà des équipes? Ouais. Les équipes étaient déjà là. Et puis après aussi embarquer toute l'audience, la communauté, les gens qui nous suivent. Ouais, ça doit être dur. Enfin, quand tu changes complètement de marque, t'as toujours une peur terrible, c'est que c'est d'avoir de la perte en chemin, quoi. Enfin, il y a des gens qui suivent pas le move, qui comprennent pas, qui sont encore attachés à l'ancienne marque. Surtout quand en plus c'est une marque personnelle. Oui. Ça doit pas être évident, quoi. Tout le monde doit se demander où est passé Romain, quoi. Alors justement, et tu vois, il y a des choses très avantageuses de ce move qu'on a vu directement sur la portée, même sur, c'est vraiment de l'effet d'affichage de marque, parce que on fait le même métier qu'avant. Mais ça y est, on est legit, tu vois. Ça y est, on a une vraie boîte, ça y est, tu peux dire je suis CEO de, etc. Par contre, effectivement, il y a eu, je dirais pas que c'est un travers, mais quelque chose que j'avais pas forcément perçu, c'est le fait d'effacer entre guillemets Romain Collignon, même si je suis toujours présent. On pouvait se dire, ok, Romain n'est plus là. Et une perte de lien et de relation. Et en fait, l'enseignement que j'ai vraiment compris, c'est qu'il y a 2 marques. Il y a toujours le branding personnel, Romain, le podcast aussi que je fais, structure, etc. C'est important, en fait. C'est comme, la métaphore sans ego. Tu prends Elon Musk et tu prends Tesla. Bon, voilà, les deux cohabitent ensemble. C'est de très belles marques. Je pense que la marque personnelle d'Elon Musk est largement au-delà de celle de Tesla. Ouais, et Tesla profite aussi de la marque d'Elon Musk. Ouais. Donc pour moi, je pense que c'est hyper important, et on voit justement des belles boîtes qui fonctionnent très très bien. Tu as toujours un des cofondateurs ou un des leaders qui drive de l'audience. Et donc, tu vois, c'est quelque chose sur lequel je me dis, tiens, je vais être un peu plus discret, parce que moi, ma nature, elle est d'être discret, d'être behind the scene, pas forcément être un influenceur pour faire parler la marque. Par contre, en fait, j'ai bien pris conscience qu'il fallait quand même que je continue à développer la marque. Mais les deux, du coup, sont vachement fonctionnent bien ensemble, Squared et Romain Collignon. Ok, trop bien. Et justement, dans ce move-là, donc tu as fait le choix d'activer tout de suite un levier qui est, donc tu l'as dit, très important pour accélérer, c'est ta culture entreprise. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes 3 associés? Alors, je suis le seul associé. Les associés, pardon, ok. Ouais. Vous êtes 3, du coup, à bosser... Du coup, on est 3 dans, on va dire, le leadership team. Ouais. Après, on est une quinzaine de collaborateurs chez Squared. Ok. Et t'as fait ça dès le début, de te dire, il faut mettre une grosse emphase sur la culture, avec ce triptyque dont tu parlais, mission, vision, valeur. Ouais. Pourquoi tu t'es dit que je vais faire ça? Alors que tu vois, vu de l'extérieur, quand tu passes d'une marque perso à une entreprise, c'est limite pour moi le premier angle mort que tu peux avoir, parce que tu te dis, bah oui, mais en fait, quand j'étais seul, ça marchait très bien, les meilleures de boîtes, c'est les miennes, ça a du sens. D'un seul coup, on refait ce travail, on remet à plat et on utilise beaucoup la culture entreprise. Donc ouais, pourquoi t'as fait le choix, et surtout, qu'est-ce que ça donne au quotidien maintenant chez Squared, quoi? Ouais, en fait, je l'ai fait avant. En fait, la culture d'entreprise, c'est un truc... Le premier élément, je pense, à comprendre, c'est que ma principale force, c'est... je sais pas si tu connais le Strengths Finder. Non. C'est un test, en fait, qui te permet de... Cool, j'ai un nouveau test à faire. Il est génial, celui-là. On le fait pour les membres de l'équipe, on le fait aussi pour nos clients, mais ça te permet de comprendre où sont tes forces et où est-ce que tu aimes dépenser le plus d'énergie, d'attention, etc. Et moi, ma plus grosse force, c'est le learner. C'est-à-dire que je peux être jusqu'à 4h du mat à apprendre tout et n'importe quoi. Il faut se calmer à un moment donné, mais je suis tombé sur le sujet de la culture. Il faut dormir, il paraît, pour mémoriser. Ouais, il faut dormir. L'énergie, c'est important. Et pour le coup, la culture d'entreprise, c'est un sujet sur lequel je suis tombé limite avant que j'en ai vraiment besoin pour la boîte. Et comme j'ai pris conscience aussi de l'importance de ce sujet-là, je l'ai naturellement fait, tu vois, la mission, les valeurs, etc., même si c'était pas forcément très très bien fait. Et le gros changement que ça a eu pour moi, c'est de me dire, en tant qu'entrepreneur, ça y est, ma boîte,
surtout qu'elle était... j'ai du mal au démarrage à dissocier Romain Collignon de la boîte. Ouais, bien sûr. Le fait d'avoir une culture d'entreprise pour la boîte, c'est comme s'il y avait un organisme autre que moi, vivant, qui était défini par un certain ADN, défini par des certaines propriétés. Bien sûr. Et pour moi, c'était le plus grand changement à la culture d'entreprise, d'avoir mis ça en place. Ça a permis de dissocier de l'entité que tu as créée, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et j'imagine que ça permet aussi de donner une place aux autres parties qui vont venir constituer cette entité-là. Que tu parles d'organismes vivants, effectivement, c'est le cas. Et une entreprise, le but, c'est que ce soit plus que la somme de ses parties, notamment en termes de culture. Donc c'est pareil, comment ça s'est passé pour toi, ce moment où tu t'as dû ajuster une culture qui était essentiellement la tienne à une culture qui est celle de l'entreprise? Et donc, il fait que forcément, ce gap qui se crée entre ce que ce serait pour toi naturellement et ce que c'est en train de devenir. Alors, je sais pas si j'ai la bonne réponse, mais je pense que la culture de la boîte, elle est à 95% liée à ma personne. Parce qu'historiquement, ça a démarré comme ça. J'imagine que toi, quand tu travailles aussi avec les boîtes, il y a plusieurs fondateurs, il y a peut-être des équipes et tu fais un travail peut-être plus global. Ça dépend où ils en sont. Toi, t'en as encore, entre guillemets, au début de cette aventure, au bout de 9 mois, je pense qu'on peut encore en parler de début. Quand t'as une boîte qui grandit très vite, tu vois, on a eu des clients qui recrutaient 300, 400, 500 personnes par an. Là, d'un seul coup, ça peut plus juste être la culture des fondateurs. C'est eux qui doivent la porter. C'est eux qui doivent être à l'aise et c'est eux qui seront décisionnaires. Mais pour éviter justement ce côté de il y a les anciens, les nouveaux, c'est bien de revisiter justement cette culture régulièrement. Je sais que tu le fais déjà. Pour que les autres puissent aussi amener ce qu'ils ont à amener leur contribution et qui évoluent dans un environnement dans lequel ils sont chez eux. Simplement. Ouais, tout à fait. Alors, quand tu dis 9 mois, c'est le lancement de la marque. Ouais, bien sûr. Après, la boîte, elle existe depuis 2016. Ok, ça va. Donc, tu vois, les sujets de culture, ça va, t'as eu le temps de gérer. ils ont le temps de maturer. Et d'ailleurs, je pense que c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est qu'il y a un processus aussi d'itération sur la culture et le fait que de nouveaux membres arrivent dans l'équipe, ça y contribue beaucoup. Ouais. Et puis, comme tu vois, on peut reprendre l'analogie personne-entreprise. T'es une personne qui grandit, qui évolue, qui change, des choses qui étaient importantes pour toi il y a 10 ans et qui sont plus aujourd'hui. Il y a sûrement de nouvelles. Et une entreprise, c'est pareil. Donc, ça a du sens que ça s'ajuste et de pas rester bloqué sur ce qu'on a écrit il y a 10 ans parce que les fringues vont plus t'aller, quoi. Tout simplement. Ok, et alors du coup, est-ce que tu veux qu'on descende un peu justement ce triptyque mission, vision, valeur? Le premier truc dont tu m'as parlé, dont Gaël m'avait parlé aussi, parce que j'ai rencontré Gaël qui est ton CMO, qu'on salue, c'est que vous avez vraiment des valeurs qui sont très fortes. On en a 5, je crois. Ouais. Et t'en parles aussi dans Structure, dans ton podcast. C'est vraiment des mantras chez vous. Alors, c'est quoi ces valeurs et ça veut dire quoi le fait que ce soit des mantras et de les rabâcher? À quoi ça sert? Les valeurs, la façon dont je les vois, c'est comment chacun et chacune au sein de la boîte pourrait prendre des décisions par eux-mêmes sans qu'il y ait un manager qui soit là. Voilà, donc c'est vraiment des guidelines de décision. Effectivement, on en a 5. Je sais pas si tu veux qu'on les creuse ou pas, mais là, je vais les faire assez rapidement. Mais la première, c'est le succès des autres et notre propre succès. Donc on mettra toujours avant nous-mêmes, l'équipe, les clients. Oui, c'est intéressant parce que c'est une valeur qui est polysémique et qui s'applique sur plein de sujets différents. Fractal même, ouais. Ça a tendance à s'éparpiller. Une deuxième qui va être de l'énergie dans chacune des interactions. Et ça, tu vois, pour moi, c'est clé. Je vais juste donner un exemple, mais les membres ou les clients qui nous rejoignent, on se dit toujours à la fin d'un call, est-ce que j'ai plus d'énergie à la fin de ce call qu'au démarrage du call? Et ça, c'est un principe fondamental dans tout ce que l'on fait. On vérifie, mais la plupart du temps, on travaille pas avec ces personnes-là. Okay. Donc c'est vraiment, alors là, tu vois, pour le coup des valeurs, c'est que assez carré de ça, mais on voit que quand on sort des valeurs, il y a un truc plus tard qui fonctionnera pas. La 13e, c'est la simplicité et l'ultime sophistication. On va toujours chercher à arrêter de faire des trucs ou à combiner des trucs pour que ce soit beaucoup plus simple. Une que j'aime beaucoup, c'est alors c'est en anglais, c'est Feedback is our way. Je sais pas si tu connais le livre de Ryan Holiday, Obstacle is the way. Non. L'obstacle est le chemin. Je vais voir. Nous, c'est le feedback et le chemin. Okay. Donc, en fait, c'est tout le feedback qu'on peut choper de chaque chose que l'on fait qui contribue à la roadmap de la boîte. Tu vois, on a une rencontre du Mastermind 67 la semaine dernière. J'ai passé peut-être 2 heures de feedback sur 2 jours de rencontre parce que je sais que ça va venir alimenter la prochaine rencontre, etc. Et c'est comme ça qu'on... Donc toi, tu donnes du feedback ou tu reçois de tes clients? Non, en fait, si tu veux, nous, on a vraiment des boucles de feedback sur l'ensemble de ce que l'on fait. C'est simple, c'est qu'est-ce qui a fonctionné pour pas oublier la prochaine fois. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et si je devais recommencer de zéro,
Qu'est-ce que je ferais différemment? Qu'est-ce que je ferais différemment? Et ça, simplement, ça te donne justement beaucoup de matière que tu traites derrière pour améliorer le produit en continu ou même le développement de la boîte. Ah, super. Et puis une dernière, c'est d'être un exemple épique. Donc ça joue énormément, et même dans ma place de leader, tu me verras souvent faire des choses ou montrer des choses avant tout le monde, même des fois être vulnérable sur certains sujets, parce que on est un exemple épique pour notre équipe, pour nos clients, et je trouve que ça nous a beaucoup drivé ces dernières années pour toujours innover, pour toujours aller de l'avant. Et ça, très naïvement, ça marche pour toi? Est-ce que ça marche pour le plus junior de ta boîte? Ouais, complètement. Parce que chacun peut incarner ces 4 autres valeurs au quotidien. Ouais, bien sûr. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu communiques en interne, ou plutôt comment tu communiques? Parce qu'encore une fois, c'est facile pour toi en tant que dirigeant. Et encore, c'est facile, c'est un grand mot, mais c'est peut-être plus simple pour toi en tant que dirigeant de t'en servir que pour le reste de ton équipe. Donc comment tu fais pour que ce soit quelque chose qui soit aussi approprié, diffusé, descendu dans le reste de la boîte? Je vois 3 choses. Onboarding, déjà. Un peu classique, mais bon. Non, mais un peu classique, je pense que t'as 70% des boîtes qui n'utilisent pas ou mal leurs valeurs dans leur onboarding. Ouais. On les a définis, c'est bien, et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Bah rien, tu vois. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Une fois que t'as posé les mots, qu'est-ce qu'on fait? Onboarding et même recrutement. Nous, dans le processus de recrutement, il y a une étape, justement, qui est le check des valeurs à travers des conversations avec des membres de l'équipe. Donc, de base, c'est ça, hein, c'est un critère, nous, de sélection. Et après, derrière, je sais que dès que je vais congratuler, comment on dit en français? Féliciter, oui, tout à fait. Féliciter quelqu'un. T'as trop dans ta nation, là, ça y est. C'est ça. Mais je relie toujours ça à une valeur cœur. Ok. Ah, c'est génial, ça. Par exemple, il y a ça qui a été fait, et puis je mets, core value, un tel ou un tel, juste pour... pour les rabâcher, pour montrer qu'elles ont du sens et qu'elles s'incarnent dans la réalité, quoi. Cool. Et enfin, un troisième truc qui est vraiment génial, c'est un moment qui est particulièrement apprécié de l'équipe, parce qu'on se fait des quarterly. Alors, j'ai beaucoup d'anglais dans notre façon de parler, mais on réunit toute l'équipe et on a une session qui dure une demi-heure qui s'appelle le Core Value Shoutout. Okay. Et donc, chacun a préparé, avant la réunion du trimestre, sur chaque valeur cœur, donc sur les 5 valeurs cœur que l'on a, 2 exemples d'un des copains ou collaborateurs qui a illustré pendant le trimestre cette valeur cœur en particulier. Et donc on a une espèce de roue qui tourne, et puis qui va dire, voilà, quand c'est la première valeur cœur, Amandine, qui selon toi a vraiment illustré cette valeur cœur de l'énergie, par exemple? Et tac, elle va dire, oh, c'est Fabien parce qu'il a fait ça, et en fait tout le monde est là et tout le monde assiste. Ah, c'est trop bien. Et c'est génial, ce truc. Et c'est pas compliqué. Non. Plus. Et puis c'est un peu fun, il y a du jeu. Puis... Ça fait du bien, et ça a une vraie utilité qui est de... on parle toujours de partager les best practices pour te suivre sur l'anglais. En fait, tu le fais de manière simple et drôle et incarnée, et qui fait du bien à tes équipes. Quoi. Donc c'est très très cool. Et là, c'est le petit rappel trimestriel des valeurs cœur. Exactement. Et tu disais tout à l'heure, on arrête de bosser avec les gens quand ils sont pas dans nos valeurs, avec nos clients. Je voudrais qu'on revienne un peu là-dessus, parce que peu de gens osent le faire. Et enfin, ça paraît quand même très contre nature quand t'es une entreprise de refuser de l'argent, hein, pour être très clair. Évidemment, il y a des logiques de bons clients, mauvais clients, etc. Mais comment ça se passe chez toi de te dire il y a un fit ou il n'y a pas un fit avec tel client, et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'arrêter, du coup? Ouais, alors, on a une particularité, notamment dans tout ce que l'on fait avec les masterminds, c'est que la qualité du produit et de l'expérience de chaque client est complètement liée à la qualité des membres, des participants. Bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on est assez drastique là-dessus. C'est comme un verre dans la pomme. La pomme à la boîte mûre, s'il y a un verre, en fait, ça te pourrit tout. Et l'expérience des premières années m'a montré que quand il y avait 1 ou 2 verres dans la pomme, ça détruisait. T'as payé pour le savoir, quoi. Exactement. J'ai eu la leçon, et quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc à partir de ce moment-là, notamment pour ce qu'on fait avec les masterminds, on fait vraiment attention à ça. Okay. Et je pense que ça contribue au fait que les membres restent d'année en année, que aussi les membres de l'équipe adorent travailler avec nos clients. C'est parce qu'en fait, t'es sûr d'avoir une interaction où tu vas choper de l'énergie, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, complètement. Et ça, du coup, c'est un truc, un cercle vertueux, en fait. Ouais. Ok, hyper intéressant. Et du coup, tu disais au début, c'est ce qui me permet à mon équipe de prendre une décision quand je suis pas là, quoi, quand t'as pas un manager derrière. Ouais. Toi, le fait d'avoir pas pris le temps de définir tout ça, qu'est-ce que ça t'apporte à toi en tant que dirigeant? D'avoir défini ça? Ouais. Plutôt, qu'est-ce qui serait différent si tu l'avais pas fait, tu vois? Je prends une métaphore qui me vient là, c'est comme si on n'avait pas fait ce travail de culture d'entreprise, c'est comme si on avait battu une maison sur des sables mouvants. Et donc t'as beau construire la plus belle maison sur un sol qui est chambranlant, tu pourras pas atteindre des sommets. Donc le fait de savoir qu'on a une culture d'entreprise, que ce soit
la définition de la mission, les visions, les valeurs, qui est hyper carrée, stable depuis longtemps et qu'on entretient, j'ai l'impression c'est du béton, quoi. On peut vraiment construire n'importe quoi dessus. Je vois ce que tu veux dire. Et pour toi, vraiment, en tant qu'individu, ça a un apport. Qu'est-ce que ça te permet de faire d'autres, de différents Je vais peut-être me répéter, mais c'est vraiment le côté ADN, organisme vivant, qui a été... Ouais, le côté je me suis dissocié. Ouais, je me suis dissocié. Je pense ce que tu veux dire. C'est vraiment ça. Je sais que même à terme, cette boîte pourra vivre sans moi. Ouais, ce qui est plutôt cool. Ouais, ce qui est plutôt très cool. Quand tu vois tout le chemin qui a été parcouru, effectivement, c'est très très cool. Tu parlais de vision dans ce triptyque-là. Un truc que tu m'as partagé, c'est que tu as défini une vision sur 25 ans. Je dis pas de bêtises. Ouais, c'est monstrueux. Même nous, dont c'est le métier d'accompagner des gens, en général, on peut travailler sur une ambition à 3 ans, une vision à 10+, mais 25 ans, c'est assez rare de le faire. Pourquoi 25 ans? Et qu'est-ce que ça t'a apporté de plus, quoi? Ouais, je pense que je suis un ovni quand je parle de ça. Pourtant, c'est quelque chose qu'on enseigne. Mais c'est aussi dû au fait que j'ai eu un mentor qui s'appelle Dan Sullivan, américain, mais dont l'entreprise Strategic Coach se situe au Canada. C'est pour ça les anglicismes. Beaucoup. Ouais. Je suis très influencé par l'approche effectivement américaine, mais tu as raison. Et donc, c'est un concept phare. Les 25 ans. Et j'irais même jusqu'à dire, en gros, lui, il a une vision pour sa boîte, et même à titre personnel, je vais peut-être revenir dessus, parce que la vision, en tout cas dans notre façon d'aborder les choses, elle est d'abord personnelle avant d'être professionnelle. C'est qu'il a même une vision de la veille de son décès. D'accord. Ce qui fait que du coup, tu te projettes très très loin. Et une des phrases qui m'a le plus marqué chez lui et que j'adore répéter, c'est: il n'y a pas d'objectif trop ambitieux, il y a toujours des deadlines trop ambitieuses. Et en fait, quand tu réfléchis à 25 ans, tu as le temps de faire les choses. C'est 100 trimestres. Et donc, tu t'autorises à rêver grand. Souvent, on ne s'autorise pas à rêver grand parce que justement, on se dit, je vais faire ça en 1 an, 3 ans. Et donc, ton time frame, il est hyper court. Donc oui, une vision à 25 ans qui est très, très ambitieuse. Mais en même temps, si je m'étais dit, je fais ça en 3 ans, c'est mort. Alors, effectivement, tu auras des fluctuations tu vois, un Covid, on l'avait pas vu arriver. Ouais, bien sûr. Mais ça te permet quand même de rêver très, très grand et de se donner le temps. Moi, depuis que j'ai ça, je trouve que le temps a ralenti pour moi. C'est juste génial. Ouais, je comprends ce que tu dis. On dit toujours, on surestime ce qu'on peut faire en 1 semaine, on sous-estime ce qu'on peut faire en 1 an. Ouais. C'est ce que tu fais, mais sur une chronologie qui est encore plus longue. Et j'aime beaucoup cette phrase il n'y a pas d'objectif trop ambitieux, mais de deadline trop ambitieuse. Trop bien. Et alors, du coup, cette vision, comment tu t'y es pris pour arriver à l'échafauder? Si tu veux nous partager à quoi ça ressemble Squared dans 25 ans, ça serait génial. Parce que à l'inverse, ça demande un effort intellectuel qui n'est pas donné. D'arriver à se dire, on sera là dans 25 ans. Surtout que j'imagine que tu le fais sans trop penser au comment au début, parce que tu peux plus attacher les points sur 25 ans, quoi. Bon, t'es vraiment très fort, mais... Ouais. En fait, tout démarre, et c'est vraiment notre approche quand on dit qu'on a un accélérateur d'entrepreneurs, c'est qu'on va d'abord aller voir, à titre perso, c'est quoi ta vision. Parce que bien souvent, on crée des visions de boîte, mais qui sont tellement pas alignées avec ce que personnellement on souhaite faire, que y a en fait, il y a une dissonance, il y a des frictions, et on n'avance pas dans la boîte, tu vois. C'est là on arrive sur des burn-out, etc. Et il y a un des concepts qui m'a beaucoup aidé, c'est notamment un livre de Cameron Herold qui s'appelle Vivid Vision. Trop bien. C'est la première fois que j'ai un invité qui en parle, c'est un truc qu'on utilise beaucoup aussi. C'est très très cool, Vivid Vision. C'est exceptionnel. Et donc ça part du principe de... Alors, lui, il a une temporalité sur 3 ans, notamment, que tu ramènes au trimestre. Mais ça part d'abord du perso. Donc, qu'est-ce que tu veux dans la case finance? Tu veux quoi? Relation, c'est quoi? Santé, c'est quoi? Et business, c'est finalement une des parties globales. Et là, c'est là où c'est hyper intéressant. C'est tu te demandes comment mon business vient servir ma vision perso. Et ça met beaucoup de sens. Des fois, on a des visions business qui sont juste drivées par l'ego, qui sont juste drivées parce que tout le monde fait ça, mais en fait, est-ce que ça résonne avec ce que je fais? Donc, ce travail déjà de se dire... alors, à 25 ans, mais moi, j'ai même ma vision perso la veille de mon décès. En fait, après, tu déroules en fait, hein. Tu déroules jusqu'au temps et aujourd'hui. Jusque là, toi. Ouais, j'ai fait ce travail-là, ouais. Okay. Et c'est hyper intéressant parce que au moins, tu sais si tes actions du jour, même tu te lèves le matin, si c'est aligné avec ce que tu souhaites faire de ta vie. Alors, il faut prendre le temps de le faire. Moi, je suis un fan de mind map et je peux te dire que je passe ce temps. J'ai beaucoup passé, c'était notamment en 2022 à faire ce travail-là. Et c'est marrant, c'est que là, on est en 2020, et donc là, on est fin 2023. 3 ans après, si tu veux, la vision de fin de ma vie, elle a pas bougé d'un iota, quoi. Ouais. Ok. Je
je peux juste prendre le temps de quand j'ai une connerie que j'ai dite. T'es pas le premier, t'es le deuxième invité qui me parle de ça, parce qu'on a eu Émeric Arnoux d'Agora Pulse qui a fait ça de manière géniale pour sa boîte. Il m'a fait découvrir le concept, donc trop bien. On le salue. Et le deuxième point, c'est le premier truc qui me vient quand tu me parles de j'ai la vision jusqu'au jour, la veille de mon décès. Comment tu fais pour pas tomber dans une espèce de profonde angoisse existentielle, que tout soit prévu? Autant le faire à une échelle d'organisation, ça va. Autant je pense que moi, je suis pas prêt à me demander à quoi ressemblera ma vie la veille de ma mort, quoi. On part dans de l'ésotérique directement. Non, mais je sais pas si c'est ésotérique ou spirituel, mais en vrai, je la regarde pas tous les jours. Hein. J'imagine. Mais même le fait de se dire, voilà à quoi ça ressemblait toute ma vie, c'est, pour pousser le trait, en gros, c'est je me dis bien que c'est pas le cas, mais quelle place ça laisse à la spontanéité, à l'improvisation, à la surprise. Ça en laisse un paquet. Ça en laisse un paquet, mais tu vois, je vais te donner un exemple. La veille de mon décès, j'aurais au moins voulu pouvoir offrir un appartement à chacun de mes petits-enfants. Ah oui, d'accord, c'est des choses que tu veux avoir faites. C'est pas je me réveillerai dans telle pièce, je pourrais imaginer, je sais que j'aurai une énorme bibliothèque dans mon salon, je sais que... Mais non, t'auras un Kindle, tout le monde. Je te charrie. Voilà, peut-être. Mais c'est des trucs aussi clairs que ça. Après le comment, tu te dis que tiens, aujourd'hui, si j'ai pas déjà mis en place certains sujets, je m'éloigne un petit peu de la vision. Et du coup, après, derrière, tu rattaches ça à la vision d'entreprise. Donc, ok, tu vois, alors, que tu vois à 25 ans, que tu vois à la fin de ta vie, pour moi, c'est un petit peu la même échelle de temps, d'une certaine manière. Ouais, bien sûr. Mais tu ramènes toujours, à 3 ans. Concrètement, dans 3 ans, c'est là où le cerveau humain, il arrive à se projeter en termes de vision opérationnelle, même si tu connais pas tout le comment, tu arrives à mettre des KPI un peu, des chiffres, etc. Donc, tu la redivises à chaque fois de 3 ans en 3 ans juste je regarde, donc j'ai fait l'exercice où le moment où je l'ai vraiment bien fait, parce que je l'avais déjà fait avant, mais c'était février 2023. Ok. Pardon, février 2020, pardon. La première. Pour 2023, du coup, pour 2023. Ouais. La février 2023, donc il y a pas si longtemps que ça. Je l'ai refait pour février 2026. Ok. Et ce qui se passe même maintenant, si tu veux, et ça, c'est un peu le concept de vision, c'est que je suis déjà en train de noter des idées entre 2026 et 2029. Sauf que là, ça reste au stade d'idées, c'est stocké dans mon Asana. Je sais que je revisiterai ça dans quasiment 3 ans, quand je constituerai la prochaine vision à 3 ans. Mais ce qui est assez hallucinant pour avoir déjà fait ce cycle complet entre 2020 et 2023, il y avait 90% des choses que j'avais décidées en 2020 qui ont été faites en 2023. Que ce soit des recrutements qui ont été faits, je savais pas qui allait être dans la boîte, que ce soit des choses qu'on voulait mettre en place, qui ont été mises en place. Il y a des choses qui n'ont pas été faites aussi, et c'est ok, hein, tu vois. Il faut pas non plus s'attacher à se dire je vais faire un 100% de ma vision, parce qu'effectivement, il y a des aléas, il y a des... Oui, ce que j'allais te demander, c'est, pour te faire une autre phrase en anglais, c'est everybody has a plan until they get punched in the face. C'est ça. Et du coup, comment tu réagis quand tu prends un point dans la figure? Je parlais du Covid, c'en est un énorme, mais il y a plein de problèmes qui peuvent se passer. Enfin, c'est facile de faire des plans sur un bout de papier. Derrière, il faut les exécuter. Et ce gap-là qui est souvent très difficile à combler. Et comment toi, tu l'as géré? Alors, pas forcément à l'échelle de ta vie, mais à l'échelle de Squared déjà, tu vois. Ouais. En fait, la vision, elle est toujours là. Après, le comment peut changer. Donc, c'est vrai que tu as un idéal de comment tu vas mettre ça en place. Mais après, il faut effectivement être sur le terrain et dans l'opérationnel, de te prendre des coups dans le visage pour te dire finalement, c'est pas la meilleure façon d'arriver à ce chemin-là. Mais le pire, c'est justement de pas avoir de plan. Parce que si t'as pas de plan, en vrai, tu sais pas où tu vas. Ouais, ça, c'est vrai. Et toi, t'es pas quelqu'un qui se laisse porter, quoi. Non. Dans la vie, ça peut se faire, mais en business, c'est plus compliqué. Ok, trop bien. Et donc, du coup, opérationnellement, chez Squared, toi, t'as défini ça, c'est dans ton Asana, comme tu dis, c'est ta vie, ta boîte, ok, mais comment tu fais derrière pour, d'une part, embarquer ton équipe avec, parce que c'est ta vie, ta vision perso, et bon, il faut que tous tes collaborateurs ont probablement une vision aussi pour eux. Et derrière, comment tu fais pour opérationnellement la mettre en action? Ok. Je vais commencer par ce que je fais à titre perso, puis après, quand est-ce que l'équipe commence à être impliquée. Mais en perso, finalement, c'est des visions à 3 ans pour le business. Pendant 3 années, je récolte en fait de l'information, que ce soit dans les livres que je lis, dans les interviews que je peux faire avec toi, dans les échanges. Ça vient nourrir une espèce de master mind map, master Asana projet, mais bon, bref, où je stocke, mais j'y touche pas. Et en fait, 3 mois avant que la prochaine vision ne se crée, je rassemble toutes ces idées. Et c'est là où la mind map intervient, c'est là où je classe, c'est là où finalement c'est des idées que j'ai pu choper, des concepts. Et des fois c'est pas le bon moment, ça sera pour la vision encore prochaine, c'était trop ambitieux pour maintenant. Et donc je pars de là. Et l'année passée, donc deuxième vision Vivid à 3 ans, j'ai impliqué aussi la leadership team dans cette vision.
mais j'avais fait le plus gros leverage de ça. Je pense qu'en fonction des typologies de business et s'il y a plusieurs fondateurs, etc., ça peut être différent la façon de faire. Et ça, c'est la grosse différence sur cette deuxième vision Vivid entre 2023 et 2026, c'est que j'ai impliqué l'équipe à ce moment-là. C'était pas le cas en 2020-2023. Et surtout, après, on a communiqué dessus. Donc aujourd'hui, dans notre Notion, je commence avec une vidéo en disant... bonjour à tous, on est le 28 février 2026. Je vous raconte ce qui s'est passé ces 3 dernières années. Et donc, je raconte vraiment ce qui s'est passé, à la fois dans qu'est-ce qu'on est devenu, qu'est-ce qu'on a mis en place comme nouvelle offre, comment chaque département a évolué, etc. Et je fais des petites vidéos sur base de texte de tout ce qui s'est passé. Et ça, c'est dans le Notion. Et ça, c'est dans l'onboarding. Et ça, tout le monde le voit. Et ça, tout le monde le voit. Ok. Et est-ce que chacun arrive à savoir, ça c'est vraiment le truc idéal, mais arrive à savoir comment lui, dans son département, dans son job, il contribue à l'exécution de cette vision-là? Ou est-ce que tu as cascadé cette vision en objectif qui se décline pour chacun, quoi? Ouais, alors... je dis cascader, c'est pas terrible non plus. Hein. Ça fait cascadeur, quoi. Ouais, c'est ça. C'est cascadé dans le sens où après, cette vision-là, elle fait partie du processus de fixation des objectifs trimestriels. Okay. Donc, on fait ça avec les leadership teams. On se réunit une journée une fois par trimestre et chacun relie la vision. Donc, moi, en plus, peut-être que les autres membres de l'équipe, juste de savoir est-ce qu'on a déjà réussi à mettre en place des choses. Par exemple, tu vois, le branding de Squared, la sortie du site web, etc., ça a été peut-être le premier pilier de la vision qui n'existait pas avant. Et qui a été coché. Ouais, et qui a été coché. Donc, faire ce bilan, en fait, chaque trimestre, moi, je m'y replonge chaque trimestre. C'est ça, ma récurrence. Et de se dire, il y a des trucs, là, ça change. Tu vois, ça peut être mieux. Alors, moi, j'ai un système de vert quand c'est fini, je surligne en vert, en jaune quand c'est en cours, et rouge quand c'est abandonné. Parce qu'il y a des choses aussi qui sont abandonnées. Et donc ça, si tu veux, c'est donner une espèce de boussole par rapport aux objectifs trimestriels. Pour se dire, est-ce que finalement ce qu'on va faire ce trimestre-là, ça contribue à la vision ou non? Tu vois, c'est un bon indicateur de décision. Et du coup, tu te fais tes objectifs pour 3 mois. Je me dis que c'est des OKR ou quelque chose de similaire. Voilà. Ouais. Tu les fixes pour 3 mois. Ouais. Pendant 3 mois, tu regardes plus, tu les touches plus, tu bourrines, quoi. Ouais. Ou tu reviens dessus. Non, ça t'exécute, quoi. Ouais, c'est ça. Après, pour dérouler un OKR, une façon de faire, mais ouais, c'est fixé, ouais. Ok. Ah, hyper clair. Et l'autre question que je me pose, c'est toi, tu te définis comme un entrepreneur visionnaire. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Et c'est intéressant de dire que c'est pas forcément dans le sens, moi je sais des choses et vous le savez pas, c'est mon job, c'est de définir la vision de la boîte et de faire en sorte qu'elle s'exécute. Ça a l'air sympa, dit comme ça m'a l'air génial, mais t'as le temps de faire ça avec les 23 000 problèmes qu'un CEO doit normalement avoir? Ouais. Alors, le concept de visionnaire, encore une fois, c'est emprunté des US. Je sais pas si tu connais le livre Rocket Fuel. Non plus. Je suis content. Je vais pouvoir acheter ma nouvelle bibliothèque pour toi, c'est cool. Ça va. Bah, t'es face à un learner, un mec qui apprend tout le temps, donc, qui bouffe du bouquin. Non, mais c'est bien. Mais c'est vraiment un concept, Rocket Fuel, qui met en avant la dualité entre un entrepreneur visionnaire et un entrepreneur intégrateur. Ouais. Et c'est vrai que notamment quand on est seul au démarrage d'une boîte, on a ces deux profils. C'est-à-dire qu'on peut même être un peu schizophrène, c'est-à-dire la personne qui est dans la vision, qui va être portée sur le futur, et puis à un moment donné, l'intégrateur, c'est celui qui va faire en sorte que la vision devienne une réalité. Et on a tendance à penser que des fois, il n'y a que le visionnaire. Je sais pas, Walt Disney, je te parle de Walt Disney. Il y avait son frère, Roy, personne ne le connaît. On le connaît. Voilà. Mais si l'Empire a pu construire, c'est parce qu'il y avait le rêveur, le visionnaire, et puis il y avait Roy qui était le financier, les chiffres, ça dépotait. Et donc il y a une espèce de mythe aussi de penser qu'un entrepreneur CEO doit faire à la fois la vision et l'opérationnel. Ouais, c'est le CEO en fait. Exactement. Ouais. Et c'est pour ça que nous, on développe ce concept depuis des années. Et là, tu vois, à côté, il y a Romuald qui est CEO intégrateur. Et donc, qui est mon alter ego, on va dire, vraiment exécution, focusé plus sur l'interne de la boîte, vers les équipes. Et moi, je suis plus vers l'externe, vers la relation client, vers la vision, etc. Et c'est aussi pour ça qu'on a développé récemment cette agence de directeur des opérations ou intégrateur à temps partagé, parce que c'est vraiment un besoin pour libérer l'entrepreneur. Fractional CEO, ça. Fractional CEO. Ouais. Fractional, c'est un terme aussi qui va bientôt s'imposer en France. Ok, on a hâte de voir ça. Ouais. Trop bien. Ok, du coup, je te coupe là-dedans, mais vous étiez en train de développer cette agence-là. Ouais, et non, donc pour rebondir par rapport à ton visionnaire, c'est qu'il y a vraiment ces deux casquettes-là. Okay. Donc oui, c'est pas visionnaire, le gars non, bien sûr. qui invente. Non, c'est vraiment le gars qui va se projeter dans le futur. Et en fait, on le fait tous quand on est entrepreneur, mais on le fait pas assez parce qu'on est trop les mains dans l'opérationnel. Exactement. Et c'est ça qu'il y a derrière ma question posée de manière un peu naïve, c'est comment t'as fait pour réussir à
te spécialiser entre guillemets dans ce rôle de visionnaire, là où on va dire, et enfin, pour ceux qui voudront creuser ce truc-là, je vous invite à aller écouter les séries de podcasts que tu as fait sur Structure qui parlent de ça avec ta leadership team et ceux qui vont pas tarder à sortir. Mais comment tu as fait pour te libérer les mains en gros, et sortir du cambouis et avoir du temps pour avoir des idées, te projeter, te mettre sur des projets qui contribuent à la réalisation de la vision et pas être en train de gérer l'impayé du dernier client, le gars qui fait chier sur le mastermind parce qu'il est pas content, tout ce genre de choses quoi, qui sont souvent des choses vers lesquelles on va se tourner vers toi parce que t'es le chef. Oui, t'apprends à mettre des barrières aussi. Et ça, c'est dur. Ouais, ça, c'est bien important aussi. T'apprends à dire non, mais je pense que le premier exercice que j'ai fait, et puis qu'on enseigne aussi, c'est tu regardes concrètement sur les 2 dernières semaines où est-ce que tu as passé ton temps, et tu classes ça dans 4 catégories, et tout coup t'es incompétent. Parce qu'il y a plein de choses que tu fais, t'es incompétent. Mais quand t'es un learner, tu vas forcément faire des trucs dans lesquels t'es incompétent, non ? Oui, mais à un moment donné, t'es incompétent ou est-ce que ça donne de l'énergie ? Ok. Et donc, t'as incompétent, t'as compétent, t'as excellent, mais excellent généralement, et puis t'as zone de génie. En gros, zone de génie, c'est toutes ces activités que tu fais qui apportent de la croissance pour la boîte et sur lesquelles tu peux faire ça toute la journée. À la fin de la journée, t'as encore de l'énergie. Ce qui est un peu différent d'excellent, parce qu'excellent, oui, t'es excellent, mais en vrai, à la fin de la journée... Est-ce que c'est bien pour toi ? Ouais, à la fin de la journée, tu vois, moi, le copywriting, j'adore écrire et tout, mais est-ce que c'est ma valeur première pour faire croître Squared et mon énergie? Non. Donc il y a quelqu'un dans l'équipe qui travaille et il s'appelle Patrice, à faire en sorte que ma source, tout ce que je peux raconter, etc., soit repris dans des textes qui impactent. Parce que c'est ma zone d'excellence, c'est pas zone de génie. Et donc le vrai exercice pour l'entrepreneur visionnaire, c'est déjà d'être au clair, autenté sur toutes ces tâches dans ces 4 catégories et de se dire, ok, la zone d'incompétence, c'est mon premier secteur d'activité que je vais déléguer. Et ça se fait pas du jour au lendemain, mais au fur et à mesure des trimestres, tu te reproches dessus et t'avances comme ça jusqu'à déléguer finalement des décisions. Et c'est ça le plus dur, c'est des gens à qui tu peux vraiment filer le bébé et tu sais que ça va être résolu. Notamment, et d'essayer au maximum de faire des choses dans ta zone de génie. Ce qui n'est pas évident, parce qu'en vrai, en tant que CEO, tu as toujours des tâches qui reviennent. Mais il faut avoir la bonne habitude de faire le tri. Et moi, le tri, je le fais tous les trimestres. Et puis, comme tu dis, il y a cette question de mettre des barrières. Enfin, il y a deux choses. Tu as les problèmes, entre guillemets, externes. Tu es le chef, donc on vient te chercher pour régler les problèmes parce que c'est plus simple. Et tu apprends beaucoup quand tu es chef parce que tu n'as personne au-dessus de toi, donc tu apprends aussi à te débrouiller de tout. Ouais. Et le deuxième point, c'est est-ce que je crois que l'autre est capable de régler ça ? C'est l'obstacle numéro 1 à la délégation, et ça peut paraître niveau manager 101, mais en vrai, d'autant plus quand tu es fondateur et que c'est ton bébé, ton patrimoine et tout ce que tu as créé, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui ont beaucoup de mal à déléguer des choses très triviales, quoi. Toi, tu as réussi à gérer ça sans problème, sans ego, parce que c'est aussi souvent le sujet, quoi. Mais franchement, avec le recul, je viens de te dire oui. Mais là, tu vois, on est une quinzaine. J'étais seul, on a été 2, 3. J'en ai fait un paquet d'erreurs. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de voir la délégation selon 3 niveaux. Soit tu peux déléguer des tâches, des responsabilités ou des décisions. D'accord. Et souvent, en fait, par exemple, déléguer des tâches, c'est assez simple. T'es CEO, tu dis, je sais pas, à quelqu'un qui travaille avec toi, voici ce qui doit être accompli, voici pourquoi. Et en plus, tu lui détailles l'ensemble des actions pour. C'est de la délégation, effectivement, simple, mais tu libères pas l'entrepreneur en faisant ça. Non. Responsabilité, c'est déjà beaucoup mieux. C'est-à-dire que tu travailles avec quelqu'un qui a souvent un niveau de maturité et de seniorité et d'expertise plus important. Ça peut être un freelance, etc. Où tu lui dis, voilà ce que je souhaite voir accompli. Voici pourquoi c'est important. Maintenant, tu te débrouilles sur... Tu prends le chemin A, B, C pour y arriver. Je sais que le résultat sera là. Ce qui pourrait déjà être un gros niveau de délégation. Mais c'est énorme. Et on peut rester juste là-dessus. Et c'est très, très bien. Quand on a les bonnes personnes aux bonnes places, etc. Puis après, tu as le niveau ultime, qui est le niveau de décision. Et souvent, c'est là où intervient la leadership team. C'est des personnes qui vont eux-mêmes fixer leurs objectifs trimestriels par rapport à la vision. Et toi, t'es juste sollicité pour avoir peut-être une perspective, mais t'es pas à la source de tout ça. Et ça, c'est des profils très clairement plus seniors, qui sont moins peut-être dans l'exécution, mais qui vont plus s'entourer de personnes compétentes dans leur département pour exécuter justement sur les objectifs qui sont fixés. Ouais, je peux pas m'empêcher de reboucler avec ce qu'on disait juste avant. C'est à partir du moment où tu as défini, tu sais qu'on peut partager les mêmes valeurs, que vous alignez sur la même vision, j'imagine que ça simplifie aussi beaucoup ce processus pour toi de délégation jusqu'à la décision, parce que tu sais qu'on tire dans le même sens, quoi. Ouais, bah oui, très, très clairement. En fait, je vais te raconter une petite anecdote. Vas-y. L'anecdote, c'est dans le processus justement de recrutement, la culture d'entreprise, les missions, les valeurs sont clés. On a, les 12 derniers mois, fait un recrutement qui n'est pas passé par ça, parce que
ami d'un des collaborateurs. Coopté, donc on dit coopté, quelqu'un de très très bien humainement, mais au final, on a vu dès la première semaine avec le travail avec les clients qu'il y avait un non-fit de valeur. Ok. Mais qu'on n'avait pas fait passer du coup au screen de l'onboarding, donc on a arrêté la collaboration. Puis comme quoi, en fait, c'est tellement clé, les valeurs. C'est que pour moi, maintenant, c'est un no-go si ça fit pas. Ouais, bah oui, non, mais complètement. Et c'est intéressant justement que on a fait un recrutement qui est pas passé par là et on l'a vu direct. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu testes vraiment de manière forte. Quand on a des processus, faut les garder. Hein. Ouais, exactement. Mais on peut tenter de pas le faire, mais faut les garder. Mais c'est humain d'en sortir, ouais, effectivement. On a parlé de valeurs, on a parlé de vision. On peut parler encore de mission. C'est un sujet sur lequel je suis plus sec, honnêtement, sur la mission de Squared. Ouais. Qu'est-ce que c'est, cette mission ? En quoi est-ce qu'elle se distingue de ta vision et perso d'entreprise, on va dire, parce qu'il n'y a pas forcément interne, une vision. Mais voilà, qu'est-ce que c'est et comment ça marche dans ce triptyque-là pour toi ? Ça m'étonne pas que tu aies plus de mal à la saisir, parce que je crois que j'ai même... Tu la communiques pas. Je la communique pas, ouais. C'est ça. Et pour moi, c'était un des grands enseignements des 3 derniers mois, c'est qu'on je parle pas du why, je pense que c'est une certaine pudeur aussi de ça. Puis de pas avoir mis des mots dessus. Ce que je sais, c'est qu'il y a c'est une mission, je sais qu'il y a 2 choses qui me drive au plus profond et dont Squared et un petit peu le bras armé. Et la première, c'est vraiment d'éradiquer cette solitude et cet isolement de l'entrepreneur. Okay. Et c'est là où le mastermind en fait s'inscrit purement. Mais plus j'en parle, plus je vois comment j'ai été à titre personnel blessé. Parce que j'ai travaillé beaucoup seul au démarrage et que je vois ce besoin de connecter humain. Donc ça, c'est le premier. Et puis le deuxième de cette mission, c'est vraiment de pouvoir libérer l'entrepreneur de l'entreprise qu'il a construit. Donc d'où cette dissociation dont tu parlais tout à l'heure, Romain, l'entreprise. Ouais, ça s'en fait partie, mais on se rend compte que finalement, tu as pas mal d'entrepreneurs qui ont commencé, ils étaient un petit peu artisans dans leur coin, ils ont commencé à avoir cette posture d'entrepreneur, ils ont construit des trucs, mais en fait, ils se sont fait et même si le business, il est sur le papier successful, en fait, c'est une nouvelle prison que cette personne-là s'est créée. Et donc, la mission aussi, c'est de pouvoir à travers la structure et tout ce que l'on apporte, libérer l'entrepreneur, libérer son temps, qu'il retrouve son temps. Parce qu'initialement, c'est pour ça qu'il l'a fait. Il l'a fait pour la liberté, hein, mais il l'a un petit peu oublié. Et de pouvoir, justement, à travers ce temps, le réinvestir dans soit des activités, des projets de croissance pour la boîte. Donc, c'est vraiment ce concept de récupérer du temps, soit aussi de passer du temps de qualité. Parce que avec ses proches, sa famille, c'est plus tu vieillis, tu vois, moi, je vais bientôt avoir la quarantaine, plus tu as envie de faire aussi des choses pour ta famille, etc. Ouais, puis t'as de moins en moins ni l'envie, ni le temps pour le shallow, quoi, le superficiel. C'est un truc que t'as beaucoup dans tes débuts, et enfin, je suis à cette phase où je me rends compte de ça aussi. Ouais, t'as pas envie d'aller au énième truc avec 40 000 personnes que tu connais vaguement, mais que ça t'intéresse pas, comme t'as pas envie de passer 1000 ans à faire la même tâche à la con, qui te prend du temps que tu pourrais passer avec tes gosses, quoi. Donc, ouais, je comprends tout à fait. Ok, bah, c'est très clair, cette mission. Et est-ce que cette mission, comme ta vision, où c'est un truc que t'as hyper décliné, mis en œuvre, etc., est-ce que c'est quelque chose que tu utilises en interne, et de quelle manière? Bah justement, beaucoup moins que la vision et les valeurs. Et c'est un travail là, du moment. Très bien. Parce qu'effectivement, c'est vraiment porteur de sens, déjà, d'une part pour tes équipes. D'autre part, je pense que d'un point de vue... je vais parler de marketing, mais juste attraction, en fait. Enfin, tu vas attirer des gens qui vont vraiment vivre... Enfin, tu vois, tu as dit que tu as été blessé, c'est quelque chose que tu portes dans tes tripes, et c'est pas pour rien que tu crées ça derrière. Ouais. D'autres gens le portent très probablement aussi. Le fait de la communiquer, d'en parler, c'est quelque chose qui va t'aider à ça aussi, quoi. À venir toucher ces gens-là et de les attirer dans ta tribu, entre guillemets, de gens qui ont besoin de ça, quoi. Donc, et puis après, tu peux le décliner aussi en objectif, etc., mais ça, c'est encore d'autres... Ouais, je te remercie de remettre le doigt dessus. Je le savais, mais je voulais pas le voir. Maintenant, je le sais, et tu vois. Le principe de pas rester seul, écoute. Exactement. Mais je pense que c'est l'angle mort, en tout cas, sur la culture chez nous. Ouais, bah écoute, cool. Hâte de voir ce que ça va donner, puis hâte de devoir communiquer. Merci pour ce partage, du coup, qui est un partage rare, et ça fait plaisir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve dans toute la manière dont tu présentes Squared depuis le début, le côté structuré pour libérer, qui est en gros ce que tu arrives à faire avec Squared. Cette structure-là, cette liberté-là, vous l'avez poussé pas mal aussi dans votre mode d'orga, si je me trompe pas, chez Squared. Tu le disais, on est 3, une quinzaine de collaborateurs, etc. Là, je suis dans vos bureaux, et du coup, dans les bureaux de Bungle, vous êtes 2 sur place, le reste est dispatché un peu partout. Vous bossez énormément en asynchrone. Il paraît même que chez vous, on reçoit pas de mail.
ce qui m'a beaucoup fait rire. T'as entendu ça sur le podcast Structure. Exactement, ça m'a beaucoup fait rire. Je sais plus si c'est Gaël ou Romuald qui les raconte, mais c'était rigolo. Et du coup, comment ça marche cette organisation asynchrone, et comment tu fais pour pas tomber dans l'image d'Épinal de loin des yeux, loin du cœur? Donc on est tous en télétravail, tous en remote, etc. Donc il n'y a pas de culture. Eh ben, je pense que du coup, on a des instances en ligne pour le faire. On a une chance énorme, c'est qu'on fait beaucoup d'événementiels. Ouais. De par le cœur de métier de Mastermind. Donc on a une partie de l'équipe, mais pas toute l'équipe, que l'on voit quasiment mensuellement en fait, pour créer ce lien. Mais aussi, c'est un vrai challenge d'être complètement remote. Et je pense qu'on n'est pas les meilleurs dessus. On pourrait être encore meilleur, mais c'est de faire encore plus d'événements avec toute l'équipe en présentiel. Très clairement. Après, on a des collaborateurs qui sont au Mexique, qui sont un peu partout sur des time zones différentes. Un peu partout sur la planète. Et en vrai, c'est un challenge. Donc, mais avec le recul, je regarde, on a des gens qui sont là depuis 5 ans, 6 ans. Donc je pense qu'ils retrouvent aussi tu vois, la bonne ambiance dans le Slack. Mais j'ai envie de te dire, si on faisait que ça fait pas tout, très clairement. Après, on a vraiment des réunions trimestrielles que l'on fait, mais c'est sur Zoom, tu vois. Oui, c'est un genre de rituel, en fait, que tu conserves en ligne. Par contre, on est fan des rituels. Ça c'est clair. T'as commencé à en parler avec le core value shoutout dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Les croiseurs pour les objectifs, etc. T'en as d'autres des rituels un peu comme ça, un peu clés chez Squared? Ouais, on a ça. On a ce qu'on appelle c'est qu'en anglais, hein, mais 15-5, je sais pas si tu connais. 15-5 du coup, pour les non-anglophones. Ouais, 15-5, c'est une méthode de management qui consiste à prendre pour chaque collaborateur 15 minutes en fin de semaine pour partager ce qui s'est passé dans sa semaine, ce qu'il va faire la semaine suivante, et donc 5 minutes pour le manager à relire, etc. Et donc dans ce 15-5 qu'on fait en ligne, il y a toujours un shout-out sur des collaborateurs qui ont cette semaine fait quelque chose de... Donc tu vois, on essaye vraiment de créer cette émulation dans le Slack. Mais quand je dis ça comme ça, en vrai, si on pouvait se voir vraiment déjà rien que chaque trimestre, tout le temps, tous en présentiel, je sais que la culture sera encore plus forte. Oui, parce que le truc que j'ai jamais réussi l'objection à laquelle j'ai jamais réussi à répondre complètement, c'est dans le remote, tu perds ces instants de spontanéité à la machine à café pour les caricaturer. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as remplacé, ou est-ce que tu crées tellement de rituels qu'il y en a entre guillemets plus besoin? Ouais, on fait pas la machine à café, mais je pense que c'est un manque, hein. Pour toutes les boîtes qui sont comme ça remote. Je donnais un exemple. Hier, on a fait un reboot de notre stratégie marketing et vente. On était 4 à Paris et une personne qui pouvait pas venir à Paris, donc on l'a fait. On était 4 à Paris et en même temps en visio. C'est pas ouf, ça, ouais. Ça l'a fait quand même. Oui, c'est mieux que rien. Ça marche, mais c'est toujours très difficile d'arriver. Et en tout cas pour les sujets vraiment importants, par exemple les quarterly, c'est en présentiel. Tout le monde est là. Donc vraiment pour les sujets stratégiques importants, vision, faire en sorte que tout le monde soit en présentiel. Oui, et puis du coup, tu recrées de l'importance de ces moments-là, qui sont pas juste on va au bureau pour s'écrire des mails l'un à l'autre alors qu'on est à côté, quoi. Ouais. Pour caricaturer un peu. Pas de mail. On n'a pas de mail. Pas de mail. Ah oui, alors du coup, raconte-moi ça. Comment ça se fait qu'on n'a pas de mail? Parce que on est toujours très fan des boîtes qui font pas de réunion. Je pense que t'as 40 000 fois passé le truc d'Alan qui font pas de réunion. Pas de mail, je veux que tu me racontes, parce que pour beaucoup de gens, ça doit paraître extraordinaire de pas avoir 3500 mails qui s'empilent. Alors pour la petite anecdote, c'est Raphaël dans le podcast Structure qui, de par ses précédentes expériences, dans d'autres boîtes, quand il est arrivé chez nous, il s'est dit mais c'est incroyable, j'ai pas de mail. Et c'est vrai que nous on fonctionne beaucoup à la tâche, donc Asana est notre notre bible, et puis même Slack très très peu au final. Tout se gère dans Asana et c'est parfait parce que ça te donne un seul responsable, une deadline, etc. Après des emails de l'extérieur on peut en recevoir. Oui, je vais te dire. Mais ça, c'est directement transformé. C'est forwardé sur x@asana.com et c'est transformé en tâche directe, quoi. Ok. Et donc finalement, j'ai toujours une inbox 0 parce que bien souvent, tu sais, les emails se transforment en to-do. Mais en vrai, de tous les emails que tu reçois, t'en as très peu qui sont vraiment des to-do. Ouais, oui, complètement. T'en as beaucoup qui sont des choses que t'as pas forcément besoin de lire, ou juste des FYI ou des trucs comme ça, quoi. Ok, ouais, je comprends du coup. T'as mis en place ce système qui te permet que tout ça arrive au bon endroit et de pas être esclave de tes notifs, ce qui fait beaucoup de bien. Toujours en cette quête de liberté. Ah oui. Du coup, maintenant, si on revient à toi, si on revient à l'entrepreneur et puis à l'entreprise, c'est quoi le bilan que tu fais à titre perso de cette transition de
infopreneur individuel à CEO de Squared. On dit que, en gros, un CEO, c'est forcément des problèmes. Est-ce que devenir CEO, c'est perdre sa liberté? Vous avez 2 heures. Ouais, voilà, c'est ça. C'est dans des devoirs de philo pour entrepreneurs. Tu sais, Exactement, j'ai pensé à une épreuve de philo, là. Je sais pas, je regarde en arrière. Je pense que c'est... En fait, plus tu avances dans les étapes, plus toi, tu grandis en tant que CEO. Je pense que quand j'ai commencé, j'avais une posture un peu d'artisan. Alors, pas artisan dans un sens péjoratif du tout, mais je faisais tout, quoi. Et au final, plus tu évolues, ta boîte évolue, c'est surtout ta posture où tu deviens un entrepreneur. T'as plus la même identité, tu fais plus les mêmes choses, t'as plus les mêmes comportements. C'est très très difficile. Et nous, c'est vraiment quand on se dit accélérateur entrepreneur, en fait, les stratégies, elles sont toutes là. Mais je sais pas si tu connais ce ratio, 20% stratégie, 80% mindset. Ouais. Le mindset, c'est l'identité, c'est comment tu te perçois, etc. Et c'est pour ça que dans nos masterminds, c'est génial parce que tu te retrouves avec d'autres pairs qui, quand t'es entrepreneur et que t'as que des chefs d'entreprise à côté de toi ou des CEO, ton référentiel il change direct, ton comportement change direct, tu te poses même plus de questions. Comment dire, la posture change et après les problèmes, je pense que c'est juste tu deviens plus grand à gérer des plus gros problèmes, quoi. Ouais. Donc il y en a toujours. La bonne nouvelle, moi quand même, je trouve à un certain stade, c'est que t'as une super équipe qui gère des problèmes sur lesquels t'as vraiment pas, tu peux pas perdre de temps ni de focus là-dessus. Et ça pour moi c'est un vrai luxe, je trouve. Tu vois quand la confiance, quoi. La confiance que quelqu'un va le résoudre et que c'est plus ton problème, tu vois. J'en ai toujours, mais c'est les miens, c'est mon cadre et puis je fais avancer le truc. Mais ton nombre de problèmes n'est pas aussi exponentiel que la croissance de ta boîte, quoi. Ouais. Après c'est toujours des problèmes un peu plus gros à gérer, mais après la taille des problèmes change effectivement. C'est ça. Ouais, je comprends. Et c'est marrant, tu parlais de cet orga, de cette culture, ces rituels, etc., etc. Dans ta projection vers l'avant et ta vision, tu t'es posé la question de comment cette culture va réussir à scaler? Parce qu'il y a beaucoup de rituels, beaucoup de temps que tu y dédies. Est-ce que ça marche quand t'es demain 50, 80, 100, 150 Non. Ok. Non. Comment tu l'appréhendes, ça? J'ai pas réfléchi. Déjà, moi, je suis pas beaucoup impliqué dans les rituels. Ok. C'est justement Romuald avec sa casquette de CEO qui est du coup focalisée vers l'interne. Par contre, je donne l'impulsion, mais l'impulsion, elle se donne pas une fois c'est statué, quoi. Donc, il y a plus une révision tous les 3 ans de ça. Et après, nous, l'objectif, est-ce que c'est d'être 50 ou 100? C'est pas dans la vision. Donc, okay. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la vision? Ça ressemble à quoi, toi? Si tu le partages, si tu partages pas, c'est ok, mais... déjà, je sais que l'entreprise se développera, mais pas seulement nous, en fait. C'est en ayant des associés qui puissent monter aussi d'autres antennes, etc., qui auront leur propre structure, leur propre business unit, et on sera là aussi pour accompagner tout ça. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est vrai que des fois, dans ton questionnement, on pouvait parler de scale-up. Je ne considère pas du tout comme une scale-up, mais plus comme une PME qui fait bien les choses. Et nous, on a même plus tendance à se dire, à restructurer l'équipe, à avoir des gens beaucoup plus hands-on et pas recruter pour recruter. C'est peut-être une des choses qu'on a fait. Nous, on a plus réduit l'équipe là ces derniers mois que augmenté. Parce qu'on on se rend compte qu'on peut faire beaucoup plus avec moins de ressources hommes. Ce qui permet aussi d'avoir des jobs plus pleins pour ceux qui sont là. Et donc de resserrer du lien aussi. Et plus d'ownership aussi pour eux et plus de sens derrière, quoi. C'est intéressant comme vision. Ok, donc t'es pas une scale-up, c'est bon à savoir. Mais par contre, on peut avoir les codes de la scale-up. Oui, c'est pour ça. Bien sûr. Exactement. Bien sûr. C'est prendre un peu le meilleur de partout, quoi. Ouais, très cool. Ok, trop bien. Tu nous as partagé beaucoup de choses. Peut-être une dernière question. Toi, donc dans ton rôle de visionnaire, de donner l'impulsion, est-ce que tu gardes une part de management, de leadership? Tu disais tout à l'heure, feedback either way. Est-ce que c'est quelque chose que tu gardes, ce management des collaborateurs, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as délégué? Non, je fais plus. Ok. Et ça t'a pas posé de soucis dans tes rapports à l'équipe, dans ta visibilité auprès de l'équipe aussi, tu sais, parce que tu peux recréer une forme de solitude parce que ton équipe te voit plus ou te connaît plus. Ouais. Après, on est encore dans une taille où, tu vois, ça reste... Il y a certaines personnes avec qui j'ai zéro contact, mais il y a Romuald qui est là et qui fait très 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 bien le travail. Donc, et après, je suis là pour les moments importants. Et puis surtout, ils savent que je suis dispo pour un one-one quand ils en ont besoin, quoi. J'ai des plages horaires chaque semaine où on peut discuter. D'accord. Oui, tu gardes le contact, mais je reste accessible. Du management. Okay. Par contre, je me suis effectivement extrait des instances vraiment de meeting
de meetings récurrents, quoi. J'ai vraiment celui avec la leadership team, aussi avec le marketing, parce que je suis impliqué dedans. Mais le reste, je suis pas dedans. C'est le dernier truc que tu n'arriveras pas à lâcher, ça. Non, parce que quand tu es à la source du marketing, tes inputs sont importants. Ouais. Bien sûr, je comprends tout à fait. Merci beaucoup. Romain, j'ai une dernière question pour toi. C'est la question traditionnelle du podcast. Très simplement, quel serait le conseil que tu donnerais à un dirigeant, et je crois que tu as beaucoup de dirigeants, pour faire de sa culture entreprise un levier de croissance, que ce soit pour lui ou pour son entreprise? Moi, je commencerai peut-être par le commencement de ce que j'ai pu faire dans ce travail de culture d'entreprise, c'est de connaître mes valeurs à moi. Et pour reciter un bouquin, je citerai le bouquin de John DeMartini, qui s'appelle The Value Factor, et qui est hyper intéressant parce que ça te permet de te poser sur qu'est-ce qui est important pour toi. Et à partir de là, c'est intéressant de se dire, ok, la boîte, est-ce qu'elle vient nourrir mes propres valeurs perso ou non? Mais je partirai sur ce bouquin-là comme dernier conseil. Super. Merci beaucoup, Romain. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture d'entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.